Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Force. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous passez une bonne début de semaine en quelque sorte. Et aujourd'hui, voilà, je fais la vidéo exceptionnellement un lundi parce que je n'ai pas pu le faire ce week-end. C'est très chargé hein, le calendrier. Donc je prends mon lundi de libre également pour vous faire la vidéo. Voilà. Bon, pas de souci, ça change rien au programme des vidéos, vous savez, hebdomadaires avec, eh bien, on va aborder comme d'habitude les projets crypto, on va aborder VeChain, XRP, on va parler bien évidemment du Bitcoin, voir un peu ce qui se passe sur un point de vue macroéconomique. On va parler également des actualités crypto plus générales et des actualités économiques, hein, puisque tout est lié, on le sait, dans ce monde. Et il y a des choses vraiment très intéressantes à dire parce que vous le savez, hein, en ce moment, c'est la bombe atomique hein, sur le marché des altcoins, sur certains altcoins et notamment le XRP. Donc on va en parler parce qu'il y a des nouveautés en plus très fraîches hein, du jour, là, actualisées. Au moment où je fais cette vidéo ce lundi, et bien même sur le XRP par exemple, on voit que c'est en train de partir, mais vraiment la fusée. Et on va, voilà, donc c'est des très bonnes nouvelles. J'en profite pour dire bravo à tous les guerriers parce que si vous me suivez depuis un petit moment, hein, certains, et je vous remercie d'ailleurs du fond du cœur pour ça, parce que ça aide toujours à continuer le travail de recherche, le travail de toutes les semaines de faire le point, parce que c'est sur les cryptos, de faire la vidéo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est contraignant. Bon, je pourrais le faire que pour moi, mais comme je vous kiffe, et que vous me le rendez bien, et bien voilà, je prends le temps avec grand plaisir, bien évidemment, avec grand plaisir, de faire ce point. Voilà, mais je vous dis bravo à tous, hein, parce que on a vécu 2 ans de bear market, et on a fait partie du coup, donc je vous inclus vous, moi, humblement, hein, dans les top 0,1%, 1%, en tout cas peut-être en France, où voilà, qui avons survécu à l'apocalypse, à l'hiver crypto. Et là, aujourd'hui, on est en train vraiment de voir que la patience, eh bien, est en train de payer, puisque je pense, et je vais vous donner mon avis, bien évidemment, mon analyse, à titre personnel. Je vous rappelle, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier, hein, donc tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif, et je vous donne mon opinion. Mais je ne suis pas un conseiller financier, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire l'avenir. Tout ce que je fais, c'est me baser sur des faits et essayer d'en tirer une conclusion qui m'est propre. Après, libre à vous de rejoindre mon opinion ou pas. Voilà, on est libre, hein. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va y aller, hein. C'est parti. Je vous invite à vous caler tranquillou où que vous soyez. Et puis, allez, go. On va commencer comme d'habitude par le rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot notamment. Et regardez, ça y est, hein, on a officiellement dépassé les 30,6 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, hein. Donc c'est un cap quand même assez symbolique, puisque c'est vrai que là c'est l'explosion littérale. Et on a eu même un record sur le 21 novembre 2024 avec 1 milliard sur une seule journée injecté sur les marchés des ETF Bitcoin Spot. Après, il y a eu une correction, hein, vous voyez, sur les 25-26 novembre, mais on voit que la tendance est vraiment l'explosion des capitaux qui sont en train d'arriver en masse, hein. C'est un tsunami sur le Bitcoin. Et donc, voilà, c'est là, quand je vous dis, c'est la différence par rapport au précédent cycle, c'est qu'on voit que là, c'est les institutionnels en grande majorité qui passent par ces ETF Bitcoin Spot, hein. Ils sont rassurés parce que derrière, il y a les gestionnaires d'actifs très connus comme BlackRock qui gèrent la chose. Et donc, c'est en train vraiment de légaliser le secteur crypto. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, on a une vidéo focus, on a un basculement, surtout en termes de légalisation, que ce soit au niveau politique, mais également psychologique du Bitcoin, enfin, du point de vue en tout cas des institutionnels et même des gouvernements. On va un peu en parler après dans les actualités crypto plus générales et des choses intéressantes à voir au niveau géopolitique sur la crypto. Ensuite, donc là, très bon, voilà, très bon point hein, pour les capitaux qui arrivent en masse sur le Bitcoin, hein, ça se confirme. Ethereum également, hein, souvenez-vous, nous étions carrément dans une balance négative en termes de capitaux injectés
sur les ETF Ethereum spot. Et là, ben, vous voyez, on est en train de repartir à la hausse. On a même eu un jour de 29 novembre avec 332,9 millions de dollars injectés sur le marché des ETF Ethereum spot. Ce qui était du jamais vu, hein, je crois, depuis, alors c'est un record, deuxième record ou troisième record, depuis le lancement des ETF Ethereum Spot. Donc on voit que là, on est aussi en train de basculer dans une alt saison hein, petit à petit, même si on n'est pas complètement dedans, et je vais vous montrer pourquoi je pense, selon moi, que nous ne sommes pas encore vraiment dans une alt saison, parce que en plus, à titre personnel, j'ai vécu une alt saison donc il y a 4 ans, hein, je vous l'ai dit dans mon précédent cycle, et là, ce qu'on vit aujourd'hui n'a rien encore d'une alternance. Alors, c'est vrai que c'est des chiffres impressionnants, hein, on voit les augmentées des prix et tout, mais pour ceux qui n'ont pas connu de alt season, vous allez voir qu'une vraie alt season, c'est bien plus impressionnant. Bon, voilà, donc déjà, on commence par ces chiffres très intéressants, très positifs pour le marché des cryptos. Ensuite, je continue avec les articles, donc comme d'habitude, hein, les articles notamment, un premier article de Cointelegraph France, Alliance propulse Bitcoin vers les 100 000 dollars avec un investissement record dans MicroStrategy, donc ça c'est au 22 novembre 2024. Donc là quand même, on voit que c'est des institutionnels en plus qu'on côtoie tous les jours, c'est-à-dire Alliance, qui ne connaît pas Alliance? Bon, et qui aurait parié il y a quelques années que Alliance enfin, investirait dans le Bitcoin? Là, on est quand même, enfin, on est vraiment dans un paradigme totalement en décalé par rapport il y a quelques années. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau psychologique, au niveau même de la légalisation du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin est en train vraiment de prendre toute sa place dans son aspect de valeur refuge, hein. Clairement, parce que vous avez même des entreprises comme Allianz qui commencent à investir en masse dans le Bitcoin. Et c'est pas fini, parce que j'en prends, bien sûr, je vais vous parler de Microsoft, hein, parce que, enfin, vous allez voir, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, vous avez d'autres nouvelles qui tombent comme ça au fur et à mesure. Ensuite, il y a un article de cointribune.com, Binance et Coinbase sous tension carrément, les réserves Bitcoin plongent. Donc, chaque semaine, je vous fais le point là-dessus, effectivement, sur les réserves de Bitcoin qui sont en train de fuir les plateformes exchange. Voilà, c'est à tel point aujourd'hui, le phénomène est tellement flagrant que Binance et Coinbase commencent à avoir des difficultés même d'approvisionnement. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement, ce que je vous disais la semaine dernière, voire même il y a 2 semaines, c'est qu'il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Donc quand on a un choc comme ça aussi fort entre l'offre et la demande, que je rappelle que avec le dernier halving qu'on a eu en avril 2024, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont mis, enfin de nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Donc aujourd'hui, on a vraiment une demande qui a, on va dire, en ordre de grandeur de x10, peut-être même jusqu'à x100 maintenant avec les institutionnels, comparé au nombre de nouveaux bitcoins mis en circulation, pour donner un ordre de grandeur. Donc, on a un véritable choc entre l'offre et la demande, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un mois de novembre, je pense, totalement explosif au niveau des prix pour le Bitcoin. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et ça va continuer, ça continue, puisque vous voyez, c'est toujours le cas aujourd'hui, ça s'empire ce phénomène. Donc, c'est pas fini. Je vois, rien qu'avec cet aspect-là, on sait que déjà les 100 000 dollars, à mon sens, ils vont être explosés. Si c'est pas d'ici la fin de l'année, ce sera en 2025. Clairement. Voilà. Donc, je continue hein, toujours avec les petites nouvelles assez sympas comme ça, hein. Ça, c'est que les bonnes nouvelles hein, pour l'avenir des cryptos. Ensuite, un petit article de journalducoin.com qui vient bien poser les choses au niveau peut-être macroéconomique. Cette fois, donc Bitcoin, or et argent, le tiercé gagnant de Robert Kiyosaki. Donc, je rappelle que Robert Kiyosaki, c'est l'auteur, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre, hein. Donc très intéressant, je vous invite à lire toute sa saga de livres. Alors le premier livre, c'est vrai qu'il fait très répétition. Donc ne vous arrêtez pas à ce premier livre. Il faut vraiment, on va dire, prendre le premier livre comme une base de philosophie hein, pour le bien intégrer. Mais je pense que si vous lisez le quart, voire la moitié du livre, ça suffit largement pour comprendre la philosophie dans laquelle veut nous mettre Robert Kiyosaki, qui est tout à fait juste pour tout ce qui est l'aspect des investissements aujourd'hui et l'aspect d'intelligence financière. Après, vous engage à vite embrayer sur les prochains livres qui, eux, sont de plus en plus pointus au fur et à mesure et vraiment très, très intéressants. Et donc, Robert Kiyosaki, justement,
conseille depuis un petit moment, hein, donc du Bitcoin, de l'or et de l'argent. Tout simplement parce que tout ça pour lui est une valeur refuge et c'est justement ce qui va permettre à toutes les personnes qui ont ce genre de tiercé gagnant, comme il le dit, eh bien de résister à la chute des monnaies fiat. Et notamment le dollar, parce que lui c'est un Américain, donc il parle du dollar, mais nous ça va être l'euro. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on va en parler bien évidemment du cours du dollar-euro, hein, c'est une catastrophe. On dit qu'il est en train de plonger là, l'euro par rapport au dollar. Bien, on est en train vraiment d'assister, et on va en parler également des actualités économiques, c'est loin de s'arranger avec le contexte en plus rien qu'en France, hein, au niveau politique et économique, c'est une catastrophe. Donc, on peut assister prochainement en fait, à une hyperinflation au niveau de l'euro, et donc il n'y aura pas 36 000 solutions pour protéger son épargne. Donc l'or, l'argent et le bitcoin désormais. Voilà, on peut vous dire que on est loin de l'époque où le bitcoin c'était vraiment juste uniquement pour les criminels et les bandits, quoi. Bon, allez, maintenant on va passer, hop, prochain article de cointribune.com, Bitcoin en chute libre, l'alt season tant attendue a-t-elle commencé? La réponse c'est non. Donc tout simplement, parce que ce que je vous disais, c'est ces raisons-là. Hop, je vais vous passer quelques petits maintenant articles Twitter, notamment un tweet de Plan B toujours, qui remet à jour régulièrement, vous savez, son graphique, un petit peu, son modèle de stock to flow. Donc je vais vous le montrer. Là, comme vous pouvez voir ici, en fait, il l'a mis à jour suite à la fin donc, de novembre, hein. Et effectivement, donc, le Bitcoin a fermé en fait ses prix à 96 441 $ pour novembre. Et regardez, nous sommes très loin, vous voyez, nous sommes toujours dans la zone où les pastilles sont rouges, entre guillemets. Comme j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, la alt season commence vraiment quand le Bitcoin a pris son top, c'est-à-dire quand les pastilles deviennent orange, voire un petit peu jaune. Allez, voilà. Donc c'est-à-dire quand elles touchent quelque part la zone en escalier en gris que vous pouvez voir juste en arrière-plan. Là, voilà. Là, je le mets en grand. Donc on peut voir en fait que d'après le modèle Stock to Flow de plan B, nous sommes très loin de la alt season. Et pourtant, nous avons déjà des prix des crypto-monnaies comme le XRP notamment, on va en parler, qui sont en train d'exploser tous les compteurs en fait. Voilà. Donc pour vous dire que le potentiel de ce cycle bull run, c'est même pas un bull run qu'on va avoir, c'est un super bull run, c'est un super cycle. Et ça, c'est une théorie que je sens venir justement avec l'arrivée des institutionnels depuis quand même un petit moment, hein, je vous en ai parlé dans les vidéos. C'est il est probable qu'on ait à faire un super cycle parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui s'alignent au niveau des planètes, c'est-à-dire déjà un contexte géopolitique et macroéconomique mondial très morose sur le plan de la finance traditionnelle. Quand je dis finance traditionnelle, c'est aussi l'aspect monétaire traditionnel, comme les monnaies fiat, qui sont en difficulté, avec l'impression massive d'argent qui crée la dette publique, qui, on sent, hein, on arrive au bout de cette crise-là. Donc, notamment la France, on se demande si ça va pas banqueroute, hein, on en est là, tellement on a imprimé de la dette. Et donc, avec tout ça, on a également la perspective d'une chute de la valeur de nos monnaies. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en plus du bull run, on peut avoir euh, en masse, hein, des personnes se réfugient dans le Bitcoin pour échapper à l'inflation, l'hyperinflation, comme il s'est déjà passé notamment au Nigeria, en Argentine, au Liban, au Venezuela, tous les pays où les monnaies ont fait faillite, quelque part. Voilà. Et à cela, on rajoute le cycle de bull run traditionnel plus l'arrivée de l'argent des institutionnels. Voilà, donc là, on a vraiment un modèle stock to flow que je trouve très intéressant parce que lui, justement, plan B, il prend en compte justement l'arrivée et la demande toujours croissante sur un point de vue logarithmique euh, du Bitcoin et donc il fait le lien par rapport au prix derrière. Donc lui, je vous rappelle, hein, il prévoit en fait un Bitcoin selon son modèle entre 200 000 minimum et 500 000 $. Donc on est très loin des prévisions où on est à 150 000 $ en fait. Bon, donc à voir, hein, à voir. Et donc pourquoi, je vais finir juste cette petite introduction sur le Bitcoin, après on passera aux projets crypto comme VeChain et XRP. Mais là je vous montre, hop, vous voyez un tweet de Bitcoin News qui montre l'hyperinflation qui est déjà arrivée dans le passé, notamment
en Allemagne. Et donc c'était sous la République de Weimar dans les années 1920. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un petit peu le délire, c'est que là, ce que je vous dis, c'est l'hyperinflation. C'est déjà arrivé à un point de vue, mais jamais vu, hein. En fait, quelque part, sur le point de vue théorique, ça arrivait au niveau pratique. Vous voyez le graphique, on voit donc l'hyperinflation en fait de la monnaie allemande entre 1919 et 1923. C'est-à-dire que il compare tout ça par rapport à l'or, c'est-à-dire qu'en 1919, vous voyez, il fallait 170 onces d'or en fait pour avoir quelque part pour, euh, pour faire l'équivalent en marque, c'est-à-dire que c'était le marque, c'était la monnaie officielle de l'Allemagne dans les années 1920, l'équivalent de l'euro pour nous, quoi. Et bien regardez, en seulement quelques années, donc c'est-à-dire là en 4 ans, on a eu une inflation de 1 milliard de pourcents, quoi. Voilà, 1 milliard. C'est-à-dire que, faut imaginer, voilà, c'est que vous aviez enfin, votre argent, hein, en fait, a chuté de 1 milliard de pourcents en termes de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que demain, si on a ça sur l'euro, on n'aura peut-être pas 1 milliard de pourcents d'inflation, bien évidemment, mais on ne sait pas. Enfin, après, on ne sait pas. Mais là, c'était basé aussi sur le cours de l'or, donc les talents or. Mais imaginez, juste qu'on ait même rien que 100% d'inflation, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Aujourd'hui, vu le contexte macroéconomique. Vous voyez? C'est quand on voit le contexte géopolitique avec les guerres, quand on voit la possibilité que l'Europe fasse banqueroute à cause de la France, à cause de la faillite de la France, parce qu'on représente à nous seuls 25% de la dette européenne, donc tous les autres pays ne pourront jamais rembourser la dette française, hein, comme nous on l'avait fait pour la Grèce en 2014, mais là c'était pas 100 milliards qu'il faut rembourser, c'est 3400 milliards d'euros de dette si nous, la France, on fait faillite. Voilà, donc on est au bord en fait de l'implosion de l'euro, enfin de l'Union européenne, pardon. Et donc, s'il y a une implosion de l'Union européenne, ben forcément, ça va impacter l'euro, puisque l'euro, c'est la monnaie de l'Union européenne. Donc, s'il n'y a plus d'Union européenne, il n'y a plus d'euro, vous l'avez compris. Sauf que le temps qu'on revienne, en fait, aux anciennes monnaies, comme notamment le franc, hein, rien que pour dire ça, avec l'efficacité, on va dire, bureaucratique française, on sait ce que c'est, donc ça va prendre quelques années peut-être, hein, si on est performant, à moins qu'on fasse des coupes sombres comme Elon Musk dans les fonctionnaires et qu'on arrive à rendre tout ça plus efficient, mais j'en doute très fort. Donc, on peut s'imaginer qu'on ait une période très trouble, en fait, où on puisse. Je dis pas que ça va arriver, hein. Je dis que ça peut arriver. Et c'est pour ça que j'explique aussi. Ça me permet d'expliquer tout ça. L'engouement pour le Bitcoin en tant que valeur refuge. Expliquer aussi pourquoi les institutionnels se jettent sur le Bitcoin. C'est parce que tout ça, ce graphique-là, là, vous pouvez voir, je parle pour l'euro, mais ça peut arriver pour le dollar. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que BlackRock parle de plus en plus du Bitcoin comme en fait une valeur refuge qui est équivalent à un actif numérique de classe internationale comme l'or. Voilà. Alors, pour donner un peu l'ordre de grandeur, c'est en train de se jouer en fait aujourd'hui au niveau macroéconomique, c'est qu'on est au bord de l'implosion de nos monnaies. Voilà. Et si elles implosent, ça veut dire que le paquet de pâtes en fait, du coin qui vaut aujourd'hui 1 euro, il pourra en valoir 100, voire 1000 dans les prochaines années, quoi. Voilà. Alors, je dis pas que ça va arriver, hein. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis que c'est de l'ordre du possible, puisque la preuve, ça arrivait en Allemagne, République de Weimar, dans les années 1920. Voilà. Et donc, c'est pour ça que si vous mettez un petit peu, en tout cas, de l'argent dans d'autres alternatives comme le Bitcoin, mais également l'or, l'argent, eh bien, durant cette crise de la République de Weimar dans les années 1920, avec un billet de 100 dollars qui n'avait pas subi d'hyperinflation, vous pouviez acheter une maison, vous pouviez acheter un appartement en Allemagne, 100 dollars. C'est pour ça aussi que ce serait peut-être pas déconnant même d'acheter du franc suisse, parce que le franc suisse, c'est la monnaie fiat la plus performante, la plus solide au monde pour l'instant, même si continuellement elle baisse, puisqu'elle a eu il y a eu un nouveau record de l'or sur la monnaie suisse, et également du Bitcoin sur la monnaie suisse il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que la monnaie fiat suisse, donc le CHF, hein, le franc suisse, baisse quand même au fur et à mesure en termes de valeur par rapport à l'or et au Bitcoin.
Voilà. Voilà un petit peu, je pense que, enfin, désolé hein, si c'est un peu apocalyptique ce que je vous dis, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions, quoi. Enfin, juste, comme je vous dis, vous mettez 100 euros sur le franc suisse, 100 euros sur le Bitcoin, 100 euros sur l'or, si vous pouvez. Alors, sur l'or, ça va être compliqué, parce que il faut minimum, l'accès à une pièce d'or, c'est minimum aujourd'hui entre 400 et 500 euros, tellement il est passé haut, hein. Si vous voulez de l'or physique. Euh, mais sachez qu'avec ça, si l'euro passe en hyperinflation totale, peut-être ça vous permettra d'acheter carrément une maison, hein, clairement, parce que au début, donc bien sûr, comme tout va exploser à la hausse de façon exponentielle si l'euro s'effondre, l'immobilier donc vaudra d'abord très très cher, donc peut-être on fera des dizaines peut-être de 1 milliard d'euros pour acheter ne serait-ce qu'un appartement. Mais comme il n'y aura plus personne qui pourra acheter de l'immobilier, très vite les prix vont s'effondrer. C'est ce qui s'est passé par la République de Weimar. Et c'est pour ça qu'avec un billet de 100 dollars à l'époque, vous pouviez acheter après, durant cette période, un appartement, une maison. Donc c'est quand on dit que les crises comme ça font également des opportunités pour les personnes qui ont prévu quelque part, qui ont anticipé la crise, c'est pas pour rien, hein. Voilà. Bon, sur ce, c'était le petit aparté hyperinflation Bitcoin, hein, pour vous dire vraiment un changement de paradigme du Bitcoin dans lequel nous sommes en train de nous plonger. Bon, allez, je continue. Donc cette fois, hein, j'ai passé à un dernier petit article sur le Bitcoin. Regardez, notamment, vous savez, la petite vidéo, le petit pitch de Michael Saylor sur le Bitcoin qui va présenter notamment au directeur du conseil d'administration de Microsoft. Donc Michael Saylor nous a même en fait montré son propre pitch qui va envoyer directement donc à la direction quelque part de Microsoft. Et regardez à quoi ressemble le pitch, hein. Donc ce pitch doit faire 3 minutes. Donc comme le déclare Michael Saylor sur sa page Twitter, donc My 3 minute presentation to the MSFT board des directeurs de quelque part Microsoft. Autour, donc en fait, il va leur expliquer pourquoi ils ont intérêt quelque part à acheter du Bitcoin. Donc là, je vous mets pas le son, ça dure donc 3 minutes 21 secondes exactement. Et donc il parle, voilà, il montre rapidement, hein, en fait, donc la plus grosse transformation digitale du 21e siècle est transformer votre capital en capital Bitcoin. Et donc il explique, alors après, là il passe très vite, hein, très vite, mais vous voyez à quoi va ressembler, entre guillemets, son pitch. Donc il parle des trillions de dollars détruits chaque année en fait dans le milieu financier traditionnel où vous avez d'un côté donc des taxes, effectivement, des troubles au niveau enfin, de la finance traditionnelle et Bitcoin en fait vient solutionner absolument tous les problèmes de la finance traditionnelle ou qu'une entreprise peut rencontrer, enfin, du moins une grande partie, bien évidemment, pas tous, mais une grande partie. Et donc, il fait vraiment le point sur l'ensemble de ces choses-là. Et il répète, hein, donc Bitcoin est l'asset, il y a la plus grosse performance de l'histoire comparé à tous les autres assets. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à chercher par vous-même ce pitch pour peut-être vous présenter peut-être à Noël quand vous aurez dans votre famille, vous demanderont alors le pro-bitcoiner où en es-tu avec ton bag de crypto? Es-tu millionnaire? Et ben, vous allez leur répondre presque millionnaire, peut-être pas encore, ou je suis déjà peut-être millionnaire. Je vous souhaite hein, d'être millionnaire déjà, mais voilà, vous pourrez leur donner un petit peu ce pitch de 3 minutes où vous leur balancez toutes ces images à la figure. Parce que si MicroStrategy, et on verra bien donc si Microsoft adopte ou pas le Bitcoin comme quelque part réserve stratégique, alors là, c'est fini. Tout le monde peut plier bagage, hein. Tous les haters pourront plier bagage, rentrer chez eux, ce sera fini. Absolument, la psychologie aura définitivement changé de camp en termes d'adoption du Bitcoin ou non. Voilà, donc après là il passe vraiment très vite, hein, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus parce que c'est 3 minutes 21 secondes condensées, mais c'est juste pour vous
dire un peu où on en est. C'est-à-dire que là, on a quand même quelqu'un comme Michael Saylor, donc dans l'entreprise MicroStrategy n'a fait qu'acheter du Bitcoin depuis donc plusieurs années. Aujourd'hui est en surprofit absolument incroyable. L'action d'ailleurs de MicroStrategy, c'est une entreprise cotée en bourse, est en train d'exploser avec cette stratégie-là. Et on a cette personne qui va donc présenter le Bitcoin quand même à la direction de Microsoft. Voilà où on en est. Donc si après Microsoft décide d'acheter du Bitcoin, bah alors là, c'est fini, c'est fini. Bon, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui. On va finir là-dessus. Je passe désormais au VeChain. Là aussi, il y a des choses très intéressantes à dire, notamment avec un premier tweet de Splendid Vet, comme vous pouvez le voir ici, où on a eu le 28 novembre le plus gros record jamais enregistré du nombre de clauses établies sur l'écosystème de VeChain. On a même brûlé, vous voyez, presque 1 million de VTHO pour la journée seulement du 28 novembre. Alors bien sûr, ça reste quand même, quand on regarde ce qu'il faut brûler comme VTHO, parce que je rappelle qu'un VeChain produit du VTHO. Donc on est très loin d'avoir un système donc déflationniste, enfin ouais, déflationniste ou inflationniste où vous avez plus de jetons VTHO brûlés que créés. Pour l'instant, on a largement plus de VTHO qui sont créés que brûlés dans l'écosystème de VeChain. D'ailleurs, les haters de VeChain justement critiquent majoritairement cet aspect-là pour dénigrer le projet entre guillemets. Après, ils n'ont pas tort, hein, c'est la réalité des choses. Mais heureusement que l'écosystème de VeChain ne s'évalue pas uniquement à ça, bien évidemment. Donc, on voit malgré tout que c'est très positif dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, ben, simplement, on voit que l'écosystème du VeChain est tout simplement en train d'exploser, hein, avec des records établis sur tous les niveaux, puisque je continue, hein. Là, on a un autre record établi par VeChain, regardez, c'est tout simplement, en fait, la croissance, on va dire le développement des projets classés par explosion de l'activité sur le mois de novembre. Donc regardez, on a en fait VeChain qui est en deuxième position avec plus de 980% d'activité de développement sur son écosystème, juste derrière la Zeta blockchain. Bon, donc on retrouve derrière par exemple Ethera Hbar, pas loin derrière, qui a d'ailleurs très aussi impressionné là, au niveau des performances, qui a explosé. Donc on voit que tout ce qui est quand même en lien avec le RWA, l'utilité d'abord, hein, on en revient toujours, je pense que je vous disais la semaine dernière, depuis plusieurs semaines, parce que là, ce cycle, ça va être le cycle, le bull run des projets en lien avec l'utilité. Donc faites attention si vous avez l'habitude de miser que dans les shitcoins, faites attention parce qu'il est possible que ce soit désormais le cycle hein, où les shitcoins auront moins de d'attractivité, enfin de charme, entre guillemets, pour les investisseurs qui désormais recherchent l'utilité. Et on le voit très bien pour VeChain, hein, qui est désormais fait exploser les compteurs et les records hein, sur tous les niveaux. Autre nouvelle très intéressante, c'est que cette semaine, donc dans 3 jours à peine, on aura donc une nouvelle partagée par la fondation VeChain officiellement, puisque là on a Jake de VeChain qui est le responsable, vous voyez, de communication VeChain et également de la communauté, eh bien annonce qu'il y aura en fait une renaissance du VET, hein, vous voyez bien du jeton VET, le 5 décembre. Et là, on fait référence à la nouvelle roadmap, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, et également la nouvelle tokenomics qui est annoncée par la fondation VeChain. Donc on en aura plus de détails le 5 décembre. Alors j'espère que ce n'est pas une annonce qui va faire un petit peu comme l'annonce de VBetter DAO. Ça va être en fait un peu le caillou dans la mare. Bon, il n'y a pas trop d'effets positifs derrière. Donc j'espère que là, ils ont annoncé des trucs de fou. Mais je vous invite à rester deux pieds sur terre, à rester calme et à pas vous emballer premièrement parce qu'il est possible que ce soit peut-être pas un truc de fou, hein. On a l'habitude, surtout avec VeChain, on le fait plusieurs fois déjà. J'espère qu'ils ont retenu la leçon et c'est vrai qu'ils sont quand même plus discrets. Donc là, ils ont annoncé qu'ils allaient dévoiler
la tokenomics, la feuille de route, mais il n'y a pas de grosse méga annonce de la fondation VeChain directement. Là, c'est vraiment le responsable communication qui l'a annoncé. Bon, donc on verra bien. J'espère que ça va être du très positif pour le futur de VeChain et qu'on aura des annonces de dingue, même si moi-même je me tempère largement là-dessus. Et de toute façon, dans tous les cas, ça ne change rien à la puissance actuelle du projet, puisque quand on passe sur les statistiques, hein, vous voyez que là, on a déjà atteint les 4 447 000 adresses qui détiennent en fait du VeChain de nouvelles adresses, d'adresses connues. Bon. Donc on voit qu'on continue hein, à faire péter les compteurs sur VeChain et à dépasser toujours plus les records. Allez, je continue, prochain projet, donc cette fois XRP. Et là, bon, bah, XRP, vous avez forcément tous vu passer cette méga bougie verte. Donc là, faut vraiment, c'est un truc incroyable hein, ce qui est en train de se passer, c'est que en seulement un mois, même moins d'un mois, en 3 semaines, le XRP a quasiment réatteint son ancien ATH de l'ancien cycle. Bah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc de fou là, ce qui s'est passé, c'est que ça a effacé 3, 4 ans en fait de bear market en seulement 3 semaines. C'est-à-dire que là, on est, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore dans la alt season. C'est-à-dire on n'est pas encore dans le top du Bitcoin. On l'a vu sur le modèle top to flow de plan B, en tout cas c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais on est loin encore d'avoir voir voilà, sûrement le top du XRP là. Parce que, et encore, et en plus on a des nouvelles qui s'annoncent très intéressantes, très alléchantes pour le XRP, je vais vous montrer, mais en tout cas, il faut savoir qu'à travers cette augmentation, cette remontada de folie que là, aucune remontada n'a été aussi spectaculaire peut-être pour d'autres cryptos, en tout cas à ce point-là aussi rapidement. Donc on parle vraiment de God, vous voyez, de God Candle, hein. Clairement c'est une bougie de Dieu. Et donc en plus de ça, il faut savoir que le XRP qui était en 6e position au niveau de la capitalisation boursière est désormais en 3e position et a explosé en une semaine Dogecoin, BNB, Solana et Tether en termes de market cap. Donc ça, c'est tout simplement du jamais vu, hein. Donc le XRP est en train vraiment de faire sa petite alt season à lui tout seul et de dire à tout le monde, voilà, il fait un petit coucou quand il double tous les autres, très gentiment, hein. Et ça continue. Vous voyez que là, sur une heure, on est encore à plus 3,42% et on est à 2,31 euros. Et donc là, il y a plusieurs théories. Il y a la première théorie, donc déjà, bien évidemment, le fait que Gary Gensler ait annoncé sa démission, le fait que donc le procès entre la SEC et Ripple soit déjà tacitement, implicitement caduque. C'est-à-dire que là, XRP en fait a gagné, Ripple a gagné le procès, puisqu'il n'y a plus de procès quelque part, il n'y a plus à y avoir de procès, il n'y a plus le personnage qui maintenait le procès, Gary Gensler, s'en va. Et en plus, Trump, qui est pro-crypto, est déjà en train de parler du fait de donner en fait la clé de la surveillance, on va dire le gendarme boursier, quelque part de faire le gendarme boursier sur les cryptos, non à la SEC qui met actuellement le procès contre Ripple, mais plutôt à la CFTC, c'est-à-dire les commodities. Donc, en fait, le procès, tacitement, il est déjà terminé entre XRP enfin, Ripple et la SEC. Donc, je pense que déjà, forcément, il y a ce phénomène-là. Et surtout, on a aussi, je pense, des choses en arrière-plan que je vais vous montrer, bien évidemment, hein. Comme cette nouvelle, vous voyez, de Hash Crypto, à l'instant, enfin, il y a quelques heures, là, qui dit effectivement que Wisdom Tree a mis en place une demande pour un ETF XRP Spot. Donc autant vous dire que ce serait, s'il est validé, le premier ETF, en tout cas aux États-Unis, basé sur un altcoin, hein, enfin en tout cas derrière le XRP, derrière l'Ethereum, pardon. Ce serait la troisième crypto-monnaie et ça rejoindrait, étonnamment, ça rejoindrait le classement, vous voyez,
en termes de capitalisation boursière, puisqu'on a déjà Bitcoin, Ethereum qui sont listés sous des ETF, et donc on aurait peut-être XRP à l'avenir avec WisdomTree qui s'y est collé. Cryptost.fr, Ripple serait sur le point d'obtenir l'accord pour son stablecoin RLUSD. Le XRP dépasse 100 milliards de dollars de capitalisation. Bon, donc là, toutes les planètes sont alignées clairement pour Ripple et le XRP, et donc c'est pas étonnant qu'on ait des bougies comme ça, God Candle, sur les prix du XRP. Il y a aussi une autre théorie très intéressante, c'est le fait que comme il y a plusieurs économistes qui expliquent que là, la alt season un peu solo là, du XRP est produite par le fait que lors du dernier cycle, le procès entre la SEC et XRP avait freiné le développement ou l'explosion des prix du XRP, que là en fait c'est quelque part un rattrapage. Donc là c'est pour ça qu'on peut parler de pré-alt season juste pour le XRP, parce qu'en fait là il se fait tout simplement juste un rattrapage des prix, étaient les prix auxquels il aurait dû être depuis longtemps s'il n'y avait pas eu le procès entre guillemets de la SEC contre Ripple. Là aussi pourquoi pas, ça peut être une théorie qui explique comment ça se fait que là il nous fait une performance incroyable. Bon, mais en tout cas, force à vous, vraiment, je vous félicite pour toutes les personnes qui ont tenu avec le XRP depuis quelques années, contre tous les haters qui là aujourd'hui font canard, clairement, parce que c'est assez marrant quand même ce qu'on observe. Allez, donc je vais continuer. Maintenant, j'ai passé aux actualités crypto en plus général. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à dire, vous allez voir. Notamment un autre article de cryptost.fr. Mika, Tether abandonne son stablecoin euro EURT. Bon. Donc alors que Tether avait déjà exprimé sa réticence face à la réglementation Mika, l'entreprise a annoncé la fin de son stablecoin euro EURT. L'actif sera-t-il remplacé? Très bonne question. Et là, comme par hasard, on peut peut-être penser au RLUSD, alors pour partie dollar, mais pourquoi pas Ripple pourra créer son RLEURT, pourquoi pas, pour s'implémenter en Europe et ouvrir le champ libre face du coup à Tether. Pourquoi pas, là c'est vraiment des hypothèses que je vous sors, mais n'empêche que malheureusement sur le plan négatif, c'est que voilà, nous, l'Union Européenne, on est vraiment les champions du monde pour réguler des choses que l'on n'a pas, que l'on ne sait pas créer. C'est-à-dire que Tether, c'est le leader number one au monde en termes de création de stablecoin, et on est en train de le faire fuir du marché européen juste parce qu'on est en train de réguler quelque chose que nous-mêmes n'avons jamais créé. Alors, il y a Société Générale qui est en train de créer son stablecoin qui a sorti, mais bon, c'est pas encore, c'est pas phénoménal, c'est pas mondial, enfin, c'est pas reconnu, donc contrairement à Tether, on est encore très loin d'avoir quelque chose de solide et de compétitif par rapport à ce que pouvait nous créer Tether en termes de EURT. Voilà un peu, on voit très bien que nous, enfin, c'est quand même assez incroyable de voir l'Union Européenne, on se flingue, mais continuellement, on se gargarise de dire on a des régulations, regardez sur l'intelligence artificielle, sur la crypto, on est en avance sur tout le monde, waouh, bravo, super, sauf qu'on n'a rien derrière pour justement justifier cette régulation. On n'a pas de secteur crypto d'entreprises crypto dans les stablecoins, je veux dire, phénoménal, on n'a rien. On n'a pas d'entreprise leader dans l'intelligence artificielle. On n'a plus vraiment de fleurons européens, enfin ils sont en train de couler. On voit avec Volkswagen, notamment en Allemagne, toutes les industries fleuronnes quelque part de l'Union européenne jusque-là sont en train de réfléchir à délocaliser, sont soit en train de couler, ou alors à réduire leur production, leurs effectifs. Voilà, on en est quoi. Par contre, c'est sûr, on a les régulations. Voilà, on est champion du monde, bravo, c'est clair. Donc ça fait, pour ça que je vous montrer cet article-là, parce il y avait deux nouvelles. Donc là, déjà encore la décadence, la chute de l'Union européenne. Donc je fais référence au fait qu'on continue à s'enfoncer vers l'hyperinflation et la chute de l'euro, clairement, pour cette raison. Rien que sur le point de vue économique, même pas je parle de la géopolitique là. Et en plus, derrière, on a une nouvelle, c'est que par rapport au XRP et Ripple qui lance son stablecoin, en tout cas sur le marché des stablecoins, comme
Mais c'est là où c'est intéressant. Ripple est justement le projet peut-être à cause, ou grâce, maintenant on peut dire ça comme ça, à son procès contre la SEC, eh bien, à un cadre juridique, légal, peut-être bien plus clair que les autres projets crypto dans le même secteur, quelque part. Donc pourquoi pas RL, enfin ou Ripple pourra créer un stablecoin lié à l'euro qui sera le seul quelque part accessible ou en adéquation avec la conformité européenne quoi, de la loi MiCA. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que ça pourrait se passer comme ça, au moins pour nous, histoire on ait un stablecoin, on va dire, en Europe quoi. Allez, autre information très intéressante. Hop, une Télégraphe France, les ventes NFT atteignent leur plus haut niveau depuis mai. Alors là, c'est vraiment le signal qu'on est en train de repasser en bull market. Que souvenez-vous, hein, pendant le bear market, les NFT étaient vraiment à un niveau le plus bas. Il y avait des volumes de plus en plus faibles, des prix de plus en plus faibles pour les NFT. Et là, ça repart à la hausse. Et là, je ne peux plus m'empêcher. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Un, parce que j'ai pas le temps de voir tous les projets. Mais deux, parce qu'il n'y avait pas non plus de nouveautés exceptionnelles sur VV Digital Collectibles. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce projet, hein, les amis. C'est que si les NFT, si on reconnaît un narratif des NFT, du métaverse, comme on l'a eu au dernier cycle, je ne peux pas m'empêcher de penser que VV Digital Collectibles et le OMI notamment auront vraiment une sacrée carte à jouer par leur avance par rapport à tous leurs concurrents. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger non plus, même dans la hype juste du bull run, parce que dans ce cas-là, VV Digital Collectibles serait très très bien placé pour performer à des niveaux incroyables sur son narratif. Voilà, tout simplement, hein, que je voulais vous noter. Ensuite, je continue, toujours sur la bêtise, on va dire, de l'Union européenne, hein, un article de Coin Academy, la fin des rendements sur l'USDC, Mika divise les utilisateurs de Coinbase en Europe. La réglementation Mika interdit désormais les intérêts sur les stablecoins en Europe. Coinbase met fin au rendement USDC, provoquant la frustration des utilisateurs. Voilà, on en est en Europe. Pas de commentaires. J'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près, hein, clairement. Allez, et je continue pour finir en beauté sur les actualités crypto générales. J'ai un article de cointribune.com, Vladimir Poutine signe une loi majeure sur les cryptos, où en fait il vient confirmer l'existence des cryptos et la légalisation des cryptos pour donc les Russes. Et donc maintenant il est possible en Russie en fait d'utiliser les cryptos comme en tant que bien, c'est-à-dire que les cryptos sont considérés comme des biens et vous pouvez les échanger même au niveau international grâce à cette loi de la Russie et de Vladimir Poutine sur les cryptos. Voilà un petit peu le paradigme mondial dans lequel nous sommes en train de vivre. J'ai l'impression des fois qu'on est dans un métaverse, là, clairement, hein, quand je vois le décalage qu'on a entre il y a 5 ans, les bitcoins c'était pour les criminels, et aujourd'hui, enfin, incroyable quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, je reste toujours méga bullish sur ce cycle, parce que toutes les planètes, littéralement, hein, sont alignées dans tous les sens sur la crypto, sur le bitcoin. Bon, allez, donc je continue. Cette fois, j'ai passé aux actualités économiques. Alors là, ça va être moins marrant. Je suis vraiment désolé, hein. Donc là, je vous dis quand même, c'est une très bonne nouvelle pour la crypto. Mais pour nous, par contre, la France, l'Europe, ça va pas être des bonnes nouvelles. J'aimerais bien vous dire l'inverse, hein, que tout va monter, que tout le monde va y trouver son compte. Mais malheureusement, la réalité n'est pas là, pas au rendez-vous, hein. Donc là, j'ai un article de Les Échos, censure l'ERN laisse peu d'espoir au gouvernement Barnier. Donc, c'est pas que c'est une mauvaise nouvelle ou quoi, c'est juste le mur arrive en fait. Le mur arrive, puisque là, bon, le gouvernement veut passer leur loi, hein, pour le financement de 2025, sauf que personne n'est d'accord, bah, comme d'habitude. Et cette fois, donc, il y aurait l'hypothèse, hein, c'est le gouvernement passerait par un 49.3, hein, pour changer. Hein. Mais du coup, derrière, il y aurait une motion de censure, notamment déposée par le RN ou même par LFI, hein, au point où on en est.
Et donc dans ce cas, ce serait une nouvelle chute en fait du gouvernement, donc de Macron, et on repasserait comme cet été, on a eu là une catastrophe, que ce soit au niveau du CAC 40, que ce soit au niveau de l'euro, que ce soit au niveau de, de, de la perception économique des investisseurs étrangers sur la France. Bon, voilà un peu encore dans quel pétrin on est. Et en plus, si ce projet de loi n'est pas validé, eh ben, il peut y avoir des conséquences, puisque derrière, ce serait le shutdown en fait, des financements au niveau public. Donc, que ce soit pour les salaires des fonctionnaires, mais pourquoi pas les retraites, parce que là, en plus, on parle de la sécurité sociale, du remboursement des médicaments ou autre. Donc, voilà, on est au bord du chaos. Hein. Faut dire ce qui est quand même, désolé de vous le dire comme ça, mais. Donc, en plus, avec cela, on rajoute également la dette, hein, 3400 milliards d'euros, qui continue de grossir, continue de voir le mur. Donc là, je vois mal, en fait, je vous dis, je vois mal comment nous, la France, avec les clowns qu'on a à la tête de l'État, comment on peut redresser la barre et comment on peut essayer de diminuer déjà la dette française, rien que ça. Visiblement, on n'a pas des compétents à la tête de l'État, donc ça va être compliqué. Donc forcément, on se dirige vers une crise de la dette française. Donc la France va couler, je pense que c'est inévitable hein, vu le contexte. L'euro, donc d'ailleurs, derrière on va se faire expulser de la zone euro, pourquoi pas, parce que de toute façon, personne ne pourra nous aider à rembourser la dette. La dette est trop colossale, même sur le point de vue européen. Donc, il ne faudra pas compter sur l'Allemagne, ni sur d'autres pays européens pour nous aider à rembourser la dette. Impossible, donc on va se faire éjecter de la zone euro. On va devoir remettre une monnaie ancienne. Et tant que ça se fasse, eh bien ça va faire exploser en fait l'Union européenne, tout simplement. Et donc l'euro. Voilà. Donc l'euro va s'effondrer. C'est pour ça que je vous parle vraiment de la République de Weimar des années 1920. C'est que là, nous sommes au bord, peut-être, de revivre ce qu'ont vécu les Allemands, en fait, nous en France, hein, de vivre ce qu'ont vécu les Allemands dans les années 1920. Je vous dis ça, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, parce que ça va. C'est ce qui arrive, bah, je ne cache pas que ça va être chaud, hein, mais on est vraiment à deux doigts de le vivre. Ensuite, je continue avec d'autres petits articles sur le point de vue économique. Donc de la tribune.fr, dette française, l'agence de notation S&P offre un répit au gouvernement. Ah, ils ont été trop bons, l'agence de notation, ils ont été vraiment très gentils. En pleine crise budgétaire, alors que la dette française est sous pression sur les marchés, l'agence de notation S&P maintient une note de crédit de la France à AA-, avec une perspective stable. Voilà, donc ça reste. Ils ont été vraiment gentils. Hein. Ils ont été gentils parce que s'ils nous avaient dégradés, en fait, on passait officiellement. Ça aurait été la fin des haricots, puisqu'on passait officiellement un club med, en fait, quelque part, des pays avec une perspective totalement catastrophique pour tout ce qui est aspect investissement. Donc, il faut savoir sur les marchés, les investisseurs étrangers, certains en tout cas, ont l'obligation d'investir au minimum dans des marchés établis avec des notes de type AA. AA-, je crois que c'est la limite. Si là on était passé à A, c'est-à-dire un simple A, eh bien ça aurait été la fin de l'afflux de nombreux capitaux étrangers dans le marché français. Donc, chute du CAC 40 en masse. Enfin, je vous laisse pas. Je vous laisse imaginer la meilleure chute de l'euro encore, voilà, pour vous dire. Et tout le tralala qui va avec. Bon, donc voilà un peu on a quoi on a échappé, mais à noter que c'est pour l'instant. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'ils nous ont fait une fleur, quoi. C'est-à-dire ils auraient dû la baisser, mais ils l'ont pas fait et ça offre un répit au gouvernement. Là, on parle de répit hein, au gouvernement, c'est-à-dire que c'est juste temporaire. Hein. C'est pour préparer un petit peu peut-être les esprits au fait que la prochaine fois qu'il y a le couperet qui tombe, ce sera du A-. Voilà. Bon. Voilà. Donc, ce sera tout pour ça. Et bien sûr, notre article de latribune.fr, comme par hasard, zone euro, l'inflation rebondit en novembre à 2,3%. Voilà, c'est davantage que les 2% du mois d'octobre. Donc là, on est remonté avec, on est passé de 2% d'inflation à 2,3%. Donc l'inflation est en train de repartir à la hausse. Alors que les taux
d'intérêt de la Banque Centrale Européenne reste élevé. Je dis ça comme ça. Voilà, donc là, c'était la fin des haricots, hein. Je vous dis, vraiment, les nouvelles sont pas bonnes du tout pour l'Union Européenne. C'est un peu ce que je craignais il y a quelques mois. Alors, je pensais que ça s'était arrangé peut-être avec l'inflation entre-temps, mais là, visiblement, voilà, ça repart à la hausse. Donc, on est en train de repartir sur une deuxième vague. Après avoir, ça se confirme bien évidemment en décembre. Si ce chiffre stagne ou reste à 2,3%, ça peut aller. Mais si ça continue, ça voudrait dire que vraiment on subit vraiment la chute de l'euro en fait. Voilà. Là, ce qu'on voit ici, c'est la chute de l'euro par rapport au dollar. C'est vraiment l'actualité du moment, quoi. Pour continuer avec, un peu comme d'habitude, hein, je fais le point au niveau du CAC 40. Donc, regardez au niveau du CAC 40, sur 6 mois, on est toujours avec le CAC 40 à moins 10%, le S&P 500 à plus 14,18%, le Nikkei japonais moins 1,05% et la bourse de Shanghai, hein, chinoise plus 9,27%. Donc nous, on est toujours les vilains canards au niveau mondial et qu'on voit bien que les capitaux, hein, étrangers fuient en masse la France pour se réfugier sur les marchés américains et chinois également, hein, parce que vous voyez que la Chine, avec son plan de relance économique, a tout à fait explosé sur sa bourse. Bon. Et ensuite, je passe donc aux actualités, on va dire, enfin, au prix de l'or et enfin, sur le marché, hein. Et là, on voit que l'or, lui, reste très haut. Alors, il a baissé un peu, là, l'or. Il a baissé cette semaine, comparé à la semaine dernière. Il était à 84 000 euros la semaine dernière au kilogramme 24 carats. Et là, il est redescendu, vous voyez, à 80 727 euros au kilogramme 24 carats. C'est noté ici, hein, comme vous pouvez voir là. Et vous voyez que là, sur par exemple un mois, on a vraiment eu une remontada spectaculaire ici jusqu'à 84 000 euros. Et là, cette semaine, boum, ça s'est effondré. On a eu une correction. C'est en train de remonter quand même un petit peu là. On est en train de remonter vers les 81 000 euros. Voilà. Un petit peu pour le marché de l'or, mais il reste très très haut, puisque si je fais ça sur 20 ans, on voit bien que là, l'or nous fait également quelque chose de spectaculaire, hein, je vous le rappelle. Donc on voit bien aujourd'hui que entre l'or et le Bitcoin, il y a bien des similitudes en termes de valeur refuge, puisque les deux ont explosé à la hausse très rapidement, soit l'or et que ce soit le Bitcoin. Vous voyez 80 000 euros le kilo pour l'or et un Bitcoin 90 000 euros à peu près aujourd'hui. Donc est-ce que l'or va rattraper un petit peu le Bitcoin ou est-ce que le Bitcoin va creuser son avance? Ça c'est une très bonne question. On va voir dans les temps qui viennent. Bon les amis, bah, écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto économique, on va dire, générale. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses à rajouter, des informations à partager. N'hésitez pas à vous abonner également, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde, de faire grossir la chaîne, hein. Plus on est de fous, plus on rigole. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, la bise, ciao.